Bonjour à tous et à toutes et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette nouvelle production d'entretien vérité sur Africa Renaissance TV qui reçoit aujourd'hui Maître Laurie Mebon. Elle est avocate et membre de la Commission des droits de l'homme au barreau du Cameroun. Elle travaille à l'assistance et la défense des intérêts de plusieurs justiciables démunis, y compris des femmes, des réfugiés et des personnes rurales. Elle a été à plusieurs reprises dans les missions des Nations Unies, notamment au Mali et en République centrafricaine, comme officier des droits de l'homme. Elle nous fait l'honneur d'être notre invitée spéciale aujourd'hui, avec elle nous faisons un focus particulier sur la question des droits de l'homme au Cameroun et tout ce qui découle de ce sujet. Maître, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Bonjour, Romeric. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, parler de la question des droits de l'homme, qui est une affaire de cœur, qui est une passion pour moi. Oui, c'est clair que c'est une passion parce qu'en parcourant votre CV, on comprend très rapidement que vous vous y consacrez depuis de nombreuses années et que vous avez plusieurs causes que vous portez aujourd'hui, aussi bien chez les femmes, comme je le disais, chez les réfugiés que chez les personnes rurales. Oui, comme je dis, c'est une question de cœur. Très tôt déjà, lorsque j'ai commencé ma carrière en tant que juriste déjà dans les cabinets, c'est des questions qui me tenaient à cœur. Lorsque je suis devenue avocat, c'est des questions que j'ai continué qui m'ont toujours tenu à cœur, comme on le dit. Et après l'avocature, je suis allée, comme vous le disiez tantôt, à la mission des Nations Unies pour officier en tant qu'officier des droits de l'homme dans le cadre des missions des Nations Unies. Et là, je suis revenue, je travaille avec les membres de la Commission des droits de l'homme dans le cadre du monitoring, dans le cadre du plaidoyer, dans le cadre du renforcement des capacités en droits de l'homme. Donc oui, les questions de droits de l'homme, c'est ma passion, c'est ma vie et j'y consacre la majorité de mon temps. Oui. Alors, c'est le focus essentiel de cette émission. Oui. D'entrée de jeu, Maître, pour démarrer cet entretien, peut-on dire que le Cameroun est un pays qui respecte les droits de l'homme? C'est assez direct ça, Romaric. Oui. Peut-être il faut commencer par définir ce qu'on entend par les droits de l'homme. Dites-nous. C'est quoi les droits de l'homme? Dites-nous. Alors, les droits de l'homme, c'est les droits qu'on bénéficie du seul fait qu'on soit un être humain. Romaric, parce que vous êtes un être humain, vous bénéficiez des droits de l'homme. Ce sont les droits qui sont inhérents à la personne humaine. Ce sont les droits qui ne tiennent pas compte de la couleur de la peau, du statut social, de la nationalité, de l'ethnie, de la religion. Ce sont les droits accolés à la personne des droits de l'homme. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la justice, le droit à un environnement sain, le droit à un développement. Il y a une panoplie des droits de l'homme. Il faut d'abord que les gens comprennent ce que c'est que les droits de l'homme. Est-ce que le Cameroun est un pays qui respecte les droits de l'homme? Comme partout tout ailleurs, il y a des choses qui ont été faites. Oui. Il ne faut pas qu'on soit de mauvaise foi, il faut le rappeler. Il y a des choses qui ont été faites dans le cadre de la promotion et la défense des droits de l'homme au Cameroun. Oui. Je pense personnellement que le Cameroun est un très bon élève en matière législative. Oui. Le Cameroun a ratifié presque toutes les conventions principales en matière de droits de l'homme. Convention sur les droits de l'enfant, oui. Convention sur les droits de la femme, le pacte civil, les droits civils et politiques, le pacte sur les droits socio-économiques. La majorité des conventions, des instruments juridiques internationaux ont été ratifiés par le Cameroun. On est un très bon élève. Ouais. Ça, il faut le dire. Et même en interne, quand on lit nos lois, on n'a pas de mauvaises lois. Oui. Il y a des exceptions, comme partout ailleurs, mais on a de bonnes lois. On a de très bonnes lois. Donc, il y a des choses sur le plan législatif, on est un très bon élève. Et il y a également des choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de sessions de renforcement de capacité des acteurs de droits de l'homme. Oui. Il y a des formations qui sont faites. Il y a des formations qui sont faites, c'est la justice que je connais le mieux, au profit des acteurs de la justice, au profit des OPJ. Il y a des sessions de sensibilisation qui sont faites quotidiennement pour renforcer les capacités des acteurs des droits de l'homme. Tout à fait.
en droits humains. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut mettre également au crédit de l'État pour la promotion des droits de l'homme. Il y a des mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les gender desks. Avec la question aujourd'hui des violations basées sur le genre. Oui. Il y a les gender desks qui sont mis en place aujourd'hui. Les gender desks, c'est des sortes de mécanismes humains et logistiques qui sont mis en place pour accompagner les victimes de violations basées sur le genre. Oui. L'expérience a commencé, si je ne me trompe pas, dans le Grand Nord, et ça marche, ça se passe bien. On espère que on va dérouler ça dans le Sud pour pouvoir accompagner les personnes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Oui. Parce que c'est quand même des violations qui se répètent et qui se multiplient au cours du temps. Oui. Il faut aussi noter quand même qu'on a une commission des droits de l'homme du Cameroun qui existe. Ça, il faut pas le nier. Et une commission des droits de l'homme qui est en même temps qui est également un mécanisme contre la torture. Vous savez, les instruments internationaux ont instruit aux différents États d'instaurer au sein des pays des mécanismes contre la torture. Et au Cameroun, c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui joue ce rôle. Oui. On peut questionner beaucoup de choses sur l'indépendance et tout, mais on a une commission des droits de l'homme qui existe et qui, dans le contexte dans lequel on est, joue plus ou moins ce rôle. Oui. Si on prend, je continue, je pense qu'il faut pas. Allez-y, allez-y. Si on prend quand même dans le cadre de la mise en œuvre de certains droits, parlons un peu du droit de l'éducation. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais dernièrement, je lisais un rapport, je crois que c'est le rapport de la Commission des droits de l'homme, qui faisait état quand même que plusieurs écoles ont été construites, c'est-à-dire d'une année à une autre, on a eu une multiplication des écoles. C'est peut-être toujours insuffisant, mais il y a quand même un effort de l'État dans la multiplication des infrastructures scolaires pour pouvoir mettre sur pied un cadre adéquat pour la scolarisation des enfants. Oui. Donc, et en plus, quelque chose qui me tient à cœur, je ne sais pas si vous êtes au courant, le ministère de l'Éducation expérimente aussi ce qu'on appelle l'éducation inclusive. C'est-à-dire qu'il y a les centres d'examen qui ont été mis sur place pour prendre en compte l'handicap. Tout à fait. Les malvoyants ou les personnes handicapées, mobilité réduite. Il y a des choses qui sont faites. Ouais. Il y a des choses qui sont faites, mais il y a également les défis. Ouais. Peut-être qu'on peut pas en parler, on peut pas tous les énumérer, mais il y a des défis qui subsistent. Oui. Sur le plan général, les causes de les violations des droits de l'homme, ce qu'il en existe, sont liées d'abord à certains facteurs comme la corruption. Lorsque vous avez un pays qui est miné par la corruption, il est évident que certains droits humains seront violés. Lorsque vous allez devant un OPJ qui vous demande de l'argent pour pouvoir diligenter votre affaire, il est clair que votre droit à un accès à la justice est violé. Oui. Lorsque, au cours d'un concours, c'est ceux qui ont de l'argent qui passent, il est évident que le droit d'accéder de manière égalitaire aux fonctions publiques est violé. Donc, il y a des défis qui existent en fonction des catégories de droits. Oui. Donc, il y a la corruption, il y a la répression de l'État. On ne peut pas le cacher. On a eu plusieurs cas où la réaction de l'État face à certains faits était carrément disproportionnée. Oui. Aujourd'hui encore, on s'interroge comment est-ce qu'on peut mettre en prison des gens qui ont voulu juste manifester pacifiquement. C'est des choses, on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Tout à fait. On se demande comment il y a eu des actualités récentes où des personnes de la société civile ont été emprisonnées pour leur opinion. Donc, la répression de l'État est une cause de violation des droits de l'homme.
Il y a la question de l'impunité. Tant qu'on ne va pas sanctionner les personnes qui violent les droits de l'homme, on aura une multiplication des droits de l'homme. Tous les jours, les personnes sont torturées dans des geôles, mais les bourreaux ne sont pas poursuivis. Tous les jours, des actes de corruption sont dévoilés, mais les personnes mises en cause ne sont pas poursuivies. Oui. Donc la question de l'impunité aujourd'hui est également un facteur, une cause des violations des droits de l'homme. Une autre cause, quand même, dans notre contexte, la guerre dans les régions du Les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un drame humain. Oui. Ça teinte le droit de la vie. De nombreux déplacés, droit à la santé. C'est l'un des facteurs aujourd'hui qui fait en sorte que on a du mal à dire que le Cameroun est un État des droits de l'homme. Dans le prime abord, comme ça, c'est des causes, c'est des facteurs qui peuvent amener à dire que le Cameroun a encore énormément de défis, mais énormément de défis en matière de droits de l'homme. Alors, au niveau du barreau du Cameroun, puisque vous êtes membre de la commission des droits de l'homme au barreau du Cameroun, quels sont les cas graves de violation des droits sur lesquels vous avez travaillé? Je prends le cas de ces 7 dernières années. De ces 7 dernières années? Oui. Les cas sur lesquels vous avez travaillé, qui ont attiré votre attention? Au quotidien, au niveau de la Commission des droits de l'homme, nous faisons le monitoring des droits de l'homme. Oui. Individuellement, d'abord, les avocats, chacun gère des cas dans dossiers. Dans leur cabinet. Mais au niveau de la Commission des droits de l'homme, on fait ce qu'on appelle le monitoring des droits de l'homme. Le monitoring, c'est la collecte d'abord des données en matière de droits de l'homme que nous analysons et après nous faisons soit des communiqués, soit des déclarations où on appelle l'État à prendre des mesures rectificatives, où on appelle l'État à donner des informations sur un cas. Je me rappelle dernièrement sur le cas de Bibi Gota. Oui. On avait le journaliste. Interpellé. On avait... non, c'est le journaliste. Bibi Gota. Non, je parle plutôt de l'activiste qu'on avait arrêté au Gabon. Oui. Là, c'est pas le nom, c'est pas Bibi Gota, c'est l'activiste. Il y a un activiste qui avait été arrêté au Gabon. Ramon Kota. Oui. Toutes mes excuses. Donc, on avait fait un communiqué, une déclaration à l'intention de l'État pour qu'ils disent où se trouve l'activiste. Parce que c'est une violation des droits de l'homme que d'arrêter quelqu'un et que sa famille ne sache pas où il se trouve. Lorsque vous arrêtez quelqu'un, la personne a le droit d'informer à sa famille « Je suis dans tel endroit. Je suis dans telle condition. » Or, après des semaines, on ne savait pas où il était. Donc la Commission des droits de l'homme avait fait une déclaration, du moins un communiqué, interpellant l'État sur sa responsabilité à respecter ses engagements pris au niveau international pour dire où se trouvait Ramon Kota. Se trouve l'activiste. Bon, je ne sais pas si on a contribué. Je crois que quelques semaines après, on a su qu'il se trouvait dans une unité de la place. Donc, il y a le monitoring que nous faisons. Nous assistons également des personnes démunies en tant que commission des droits de l'homme. Dernièrement, je me rappelle, on a suivi avec d'ailleurs la secrétaire de l'ordre, une jeune femme qui était avec son enfant qui avait été détenue pour défaut de CNI. C'est grave. Parce que quand même dans notre code de procédure, on dit, lorsqu'on connaît quand même le domicile de la personne, lorsqu'il s'agit d'un délit, on n'a pas besoin de détenir la personne. La personne, oui. On a assisté la jeune fille et elle a été heureusement laxée par la suite. Mais en 2015 et 2018, j'ai été... associé à un projet qui avait pour but de renforcer les capacités en matière de monitoring des politiques publiques en ce qui concerne les droits civils et politiques. L'objectif était de renforcer les capacités, comme on l'a dit, des acteurs des droits de l'homme dans la prise en compte des droits de l'homme dans l'exercice de leur métier. On a eu quand même des grands résultats. On a formé
énormément d'avocats dans la prise en compte des droits de l'homme. On a formé des magistrats, on a formé des avocats. On a collaboré avec les parlementaires. Ça, c'est toujours pour le compte du barreau et notamment de la commission. On a collaboré avec les parlementaires. On a organisé un voyage d'études en France pour qu'ils apprennent comment on intègre la question des droits de l'homme dans leur métier de parlementaire. Oui. Donc, il y a des choses qui sont faites. Peut-être qu'on ne communique pas assez. Assez, oui. C'est des choses qu'on doit noter. Il faut communiquer assez pour que le citoyen sache qu'il y a une commission des droits de l'homme qui existe et qu'il y a des choses qui sont faites. Alors, dans le nord-ouest et le sud-ouest, par exemple, la crise anglophone a déjà fait des milliers de morts, des centaines et des milliers de déplacés. Et en plus, on a environ un peu plus de 700 000 enfants privés de leur droit à l'éducation. Est-ce que d'après vous, c'est la partie du Cameroun la plus affectée par la question des droits de l'homme aujourd'hui? Oui. Sans détour, c'est la partie la plus affectée. Dites-nous comment. C'est la partie la plus affectée parce que c'est un drame humanitaire, tout simplement, ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et des dizaines de rapports sont faits tous les jours par les organisations de la société civile, que ce soit les organisations civiles nationales ou internationales. Il y a de nombreux cas d'atteinte au droit à la vie, de nombreux cas de nombreuses personnes qui sont déplacées. Vous savez, moi, je ne suis pas très loin de la zone. Je suis de la zone de Mbo, la plaine de Mbo. Oui. On a de nombreux déplacés qui sont chez nous, de nombreuses personnes qui n'ont pas où habiter, de nombreuses personnes qui n'ont pas d'emploi, des enfants qui sont déscolarisés. Pour certains qui ont réussi à trouver de la place dans les écoles, ils sont discriminés. Donc, c'est un véritable drame humanitaire qui se passe quand même dans ces régions anglophones. Et l'autre drame, c'est que j'ai l'impression qu'on ne voit pas l'issue jusqu'à présent. On ne sent pas quand même une avancée vers la fin de ce conflit. Donc, c'est quelque chose, vraisemblablement, qui va encore perdurer. Et il est important, compte tenu quand même du drame humanitaire qui s'y passe, que l'État prenne des mesures pour protéger les personnes qui y vivent, mais surtout les personnes vulnérables comme les femmes et les enfants. Donc oui, pour moi c'est vraiment la question primordiale qui empêche la mise en œuvre efficace des droits de l'homme aujourd'hui. Donc là-bas, vous parlez d'un drame dans les zones anglophones. Je suppose que vous avez des retours sur le terrain. Oui, nous avons des confrères avec qui nous interagissons dans les forums. Dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un avocat qui a été tué je ne sais pas si c'est au nord ou c'est au sud, mais il y a un avocat qui a été tué. Il y a des avocats qui ont été enlevés. Ce n'est pas le seul avocat, il y a plusieurs avocats qui ont déjà perdu la vie dans cette partie du Cameroun. J'ai essayé de passer en revue quelques jours les rapports, mais c'est tous les jours des drames qui concernent les enfants, les attaques à l'éducation, les attaques contre l'école qui sont quand même des violations du droit international humanitaire. Parce que quelle que soit l'intensité du conflit, il y a des édifices, il y a des droits qu'on ne doit pas toucher. On n'attaque pas l'éducation, on n'attaque pas les écoles, on n'attaque pas les enfants. Alors, quand on en parle, on a comme le sentiment, généralement, quand on veut toucher la question des droits de l'homme, qu'il s'agit essentiellement des questions qui ont trait à la politique. Pourtant, ici, on a le droit à l'éducation, le droit à la santé, on a le droit des femmes et tous les autres droits qui vont avec. Est-ce que sur tous ces aspects, on peut dire que le Cameroun n'est pas un grand, mais plutôt un gros malade? Le Cameroun est un gros malade. Quand on prend certains engagements à l'international, quand on prend des engagements, on s'attend à ce que des mesures soient prises en interne pour pouvoir mettre en œuvre ces engagements. Si je vous prends par exemple le cas de la justice, oui, que je connais le mieux, systématiquement, au niveau des unités de police, on va vous demander des motivations. J'ai dit, c'est devenu systématique. C'est-à-dire, pour que quelqu'un fasse son travail, il vous demande de le motiver.
Les gardes à vue abusifs sont devenus monnaie courante. Dernièrement, je lisais encore un communiqué de Mandela Center qui disait que quelqu'un a fait 50 jours de garde à vue. C'est incroyable. La garde à vue, c'est 8 jours. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a pas de problème de texte. On n'a pas de problème de texte. On a un problème d'hommes, d'application, des gens qui doivent appliquer les textes. 50 jours de garde à vue, mais c'est inimaginable. La loi prévoit 8 jours. Oui. Les cas de torture, c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire, on veut à tout prix faire avouer la personne. Soit on veut faire avouer la personne, soit on veut soutirer de l'argent. Que dire des installations de nos unités de police? Est-ce que vous avez déjà fait un tour dans nos cellules de garde à vue? C'est déshumanisant. Elles sont infectes. Infectes. Alors qu'à l'international, il y a des principes, les règles standards pour la détention qui donnent un minimum de critères qui doivent être pris en compte en cas de détention. Mais vous arrivez dans les cellules de garde à vue, des gens dorment à même le sol. Il n'y a pas les mécanismes d'hygiène. Il n'y a pas les toilettes. Il n'y a pas d'ouverture. On ne leur demande pas de les mettre dans des palaces 5 étoiles. Oui. Mais c'est le strict minimum qu'on demande. Dernièrement, j'étais, je crois, au commissariat du 14e. On a, dans le cadre d'une formation, on a fait une descente pour voir. Ils nous ont dit qu'ils ont installé des nouvelles cellules de garde à vue. Je dis, waouh, ça répond à ça. On a fait une descente. Effectivement, des efforts ont été faits. Il y avait 2 cellules. Vous savez qu'on doit séparer les femmes des hommes. Oui. On doit normalement séparer également les mineurs des majeurs. Là, ils ont fait 2 cellules avec d'un côté les femmes. Il y avait un effort qui avait été fait, mais il n'y a pas de sac de couchage. C'est-à-dire, vous mettez des gens dans une cellule qui vont dormir sur des carreaux. Mais c'est inimaginable, ils vont dormir sur des carreaux. Et donc, je continue, c'est toujours dans le contexte de la justice que je connais le mieux. Quand vous avez passé cette étape de garde à vue, et puis peut-être vous arrivez au niveau du juge, les délais sont, il t'a dit, anormalement allongés. Vous avez des procès qui durent 2 jours, qui durent des années, alors que vous avez pris l'engagement au niveau international de rendre la justice dans un délai raisonnable, mais des procès qui durent des années de manière incompréhensible. Lorsqu'on a passé cette étape pour pouvoir avoir une décision de justice, il faut sortir de l'argent, alors qu'on a un test qui identifie, qui donne le montant à payer pour avoir une décision. Lorsque vous avez la décision, pour pouvoir l'implémenter, c'est encore une autre croix. Il faut payer l'argent, il faut payer ici pour pouvoir l'implémenter. Lorsqu'on va au niveau des prisons, nos prisons sont en surpopulation carcérale. On se demande comment ça se passe là-bas. Le droit à la santé, le droit à l'hygiène. Le Cameroun est un gros malade. Ne serait que sur le plan de la justice que je connais le mieux. Mais quand vous allez à l'international, dans vos rencontres, et que vous faites tous ces diagnostics, quels sont les problèmes qui reviennent constamment? Les problèmes qui reviennent par rapport à... Par rapport à la question des droits de l'homme au Cameroun. C'est-à-dire, lorsque nous interagissons avec... Je ne comprends pas très bien. Lorsque vous faites des travaux à l'international, par exemple, avec les organisations avec lesquelles le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions et bien d'autres, qu'est-ce qui revient généralement? Que le Cameroun est un... Paradoxalement, je l'ai dit pour les textes, que le Cameroun est un mauvais exemple, mais ce qui revient, c'est que le Cameroun est un mauvais exemple en matière de mise en œuvre des droits de l'homme. Oui, c'est ce qui revient. Mais quelles sont les pratiques qui reviennent généralement et qui sont indexées? On ne comprend pas comment est-ce qu'on peut, par exemple, réprimer une manifestation pacifique. On ne comprend pas, par exemple, comment est-ce qu'on peut demander l'argent pour pouvoir faire son travail. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas punir des gens qui commettent des actes de torture. C'est d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de l'examen périodique universel auquel le Cameroun a été soumis dernièrement. C'est des questions qui reviennent. C'est des questions de la torture. C'est la question des arrestations arbitraires. C'est des questions de l'impunité. C'est les questions du droit à l'éducation dans les zones anglophones. C'est les questions du droit, de l'atteinte du droit à l'intégrité physique. C'est ce qui revient. Oui.
Malheureusement, à l'international, il y a beaucoup de points négatifs. Et pas seulement à l'international, il ne faut pas être mauvaise foi, mais à l'intérieur, on voit ce qui se passe. Tout à fait. Alors, D'accord. en visite au Cameroun en 2024, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme soulignait que la lutte contre l'impunité dont vous évoquez au Cameroun est essentielle pour renforcer la confiance entre les citoyens et l'État. Alors, quand il parle d'impunité, quels sont les actes directs auxquels il fait allusion? Il faut d'abord rappeler, c'est toujours bien de revenir quand même sur les engagements internationaux. Tout à fait. Parce que tout est encadré. Quand un État décide d'aller ratifier certaines conventions au niveau international, c'est qu'il prend l'engagement de mettre en œuvre certains mécanismes pour pouvoir régler certaines questions. Cameroun a pris cet engagement en matière de justice, en ratifiant par exemple le pacte civil sur les droits civils, le pacte sur les droits civils et politiques. Ouais. Cameroun prend l'engagement de lutter contre l'impunité. La déclaration des droits de l'homme parle de la question de l'impunité. Il y a plusieurs autres textes, plusieurs autres directives des Nations Unies qui parlent de la question de l'impunité. Donc quand vous prenez l'engagement au niveau international de lutter contre l'impunité, on s'attend quand même qu'en interne, qu'il y ait des mécanismes humains et logistiques, matériels qui soient mis en œuvre pour pouvoir lutter contre cette impunité. Quand on parle d'impunité, c'est d'abord l'État, à travers les stratégies. Il faut mettre en œuvre les stratégies pour pouvoir lutter contre cette impunité. Je reviens toujours au cas de la justice. Je sais que chez nous, il y a une inspection générale des services judiciaires qui existe, mais on ne la voit pas. Avec toutes les questions liées à la corruption des magistrats, peut-être les choses se font sans qu'on ne sache, mais la population a quand même besoin de savoir qu'il y a des choses qui sont faites pour lui redonner un peu confiance en cette justice qui est aujourd'hui, la partie molle quand même de ce gouvernement. Parce que si vous avez une justice qui ne fonctionne pas, c'est grave. Donc on a une inspection des services judiciaires dont on ne voit pas les... Mais est-ce que cette impunité n'est pas laissée exprès? Évidemment, c'est... Je ne sais pas si c'est laissé exprès. Parce qu'avec tous ces cas qui sont documentés, avec tous les cas que vous suivez au quotidien, vous faites des rapports, il y a un certain nombre de rapports qui sortent sur la place publique et vous-même, vous traitez de ces cas au quotidien, vous en parlez, vous dénoncez. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme arrive au Cameroun, parle de l'impunité, mais jusque-là, rien ne bouge. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? C'est possible que ce soit fait à dessein ou alors l'État se trouve peut-être dans un moyen. Parce que quand vous avez un agent, c'est-à-dire c'est un peu comme votre enfant qui part voler, vous avez peut-être du mal à le censurer, même si... Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais la réalité est que beaucoup de choses ne sont pas faites en matière d'impunité. La réalité est que beaucoup de choses ne sont pas faites. Les gens ne sont pas sanctionnés. La question de la torture aujourd'hui qui est essentielle. Des personnes qui torturent ne sont pas sanctionnées. Des personnes impliquées dans la corruption ne sont pas sanctionnées. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais la réalité est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui est faite pour pouvoir lutter contre cette impunité qui viole de manière ostentatoire les droits de l'homme. Alors, le rapport publié en 2025 par Amnesty International évoque de graves cas de violation de droits, notamment au sujet de la liberté d'expression. Le rapport parle entre autres du décret du préfet du Fundi qui promettait l'interdiction de séjour à toute personne qui outrage les institutions, également de l'affaire Junior Gombe, le jeune, arrêté après avoir lancé un appel aux populations pour s'inscrire massivement sur la liste électorale et voter contre le pouvoir, ainsi que l'arrestation de Ramon Kota, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que tout ceci ne met pas en lumière, premièrement, la malgouvernance, deuxièmement, doit-on être inquiété dans un État dit démocratique pour ses opinions? Malheureusement, de plus en plus, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et je me permets toujours de revenir, je suis avocate, je reviens d'abord aux règles. La Déclaration universelle des droits de l'homme parle de la liberté d'expression. Le pacte civil, le pacte sur les droits civils et politiques parle de la liberté d'expression. Lorsqu'on a pris ces engagements, on ne peut pas prendre les actes tels que ceux pris par le préfet. C'est des abus de pouvoir.
est-ce que c'est fait en méconnaissance de la loi? Je ne pense pas, parce que quand même, c'est des hauts cadres de la République qui ont sûrement des services juridiques qui existent. Mais c'est des choses qui ne devraient pas exister dans un État moderne, au vu des engagements pris à l'international. Moi, j'aime toujours faire le parallèle avec les engagements pris. Parce que quand on prend un engagement, on s'attend à ce que vous soyez quand même assujetti à ces engagements et que vous mettez en place des mécanismes. Est-ce que ça veut dire que les engagements que vous prenez à l'international, arrivés à l'interne, vous en foutez royalement? C'est la question qu'il faut poser. Donc, c'est des actes qui surprennent, qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est fait exprès pour pouvoir taire les voix discordantes? C'est la question à se poser, mais c'est des actes qui doivent cesser. Heureusement, par rapport à l'acte pris par le préfet, je crois qu'il n'y a pas eu de suite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, le barreau a fait une sortie. Le bâtiment a fait une sortie. Tout à fait. Sur cet acte, c'était quand même assez surprenant pour un haut cadre de la République de sortir un tel acte qui viole de manière ostentatoire le droit à la libre circulation des personnes. Oui. J'espère que cet acte a été mis dans les tiroirs et qu'on en reparlera plus, parce que c'est une vraie honte quand même. C'était quand même une vraie honte pour un État comme le Cameroun. Mais l'objectif est lequel? Est-ce que l'objectif est de museler pratiquement tous les corps de métier pour avoir un contrôle total sur ces corps? Je rappelle que le 3 octobre dernier, le syndicat national des journalistes a publié une déclaration dénonçant les pressions exercées par les membres de forces de sécurité sur les médias. Je cite exactement ce que dit le SNJC: réduit au silence ceux qui expriment des critiques à l'égard des autorités. À la suite des rumeurs qui concernaient justement l'état de santé du chef de l'État, le SNJC s'inquiétait déjà de ces pressions. Si toutes ces couches sont touchées et que même les journalistes, eux également, sont touchés, où va-t-on finalement? Parce que le droit à l'information, c'est un droit fondamental. C'est un droit qui revient dans plusieurs conventions ratifiées par le Cameroun. C'est un droit fondamental. Et si vous touchez au métier de journaliste, vous touchez à ce au cœur même de la fondamental, liberté d'expression. Au cœur même de la liberté d'expression dont doivent jouir les citoyens. C'est le contexte, il faut aussi lire ça dans le contexte. Il y a les élections qui arrivent, il y a de plus en plus de contestations, des personnes qui vivent quand même dans des situations de pauvreté, dans des situations d'oppression, et donc en face, peut-être qu'on n'a pas les moyens, plutôt droits de l'hommiste, de pouvoir taire ces contestations. On fait plutôt recours aux moyens d'oppression et de discrimination. Je ne sais pas si ça marche, mais toujours est-il que c'est un total déphasage des engagements qui ont été pris. Excusez-moi de revenir toujours sur la question des engagements pris. C'est un total déphasage des engagements qu'on a pris. Lorsqu'on prend les engagements, on doit les respecter. Donc, je crois que c'est aussi lié au contexte. Alors, au milieu de tous ces cas, il y a ceux des prisonniers du MRC qui paient le prix de leur engagement à redonner au Cameroun un visage nouveau. Un peu près de 1000 personnes ont déjà été arrêtées, ont subi des violations atroces, ont été condamnées à des peines qui vont au-delà de ce que prévoit la loi. Aujourd'hui encore, environ au moins 39 d'entre eux sont toujours en prison à Douala, aussi bien à Yaoundé et Koningui, après avoir écopé de 7 ans de prison pour d'aucuns, 5 ans pour d'autres, devant le tribunal militaire. Au niveau du barreau du Cameroun, et notamment la Commission des droits de l'homme, comment percevez-vous ces cas que beaucoup d'acteurs publics ont baptisés de violations graves et claires des droits de ces Camerounais? Non, mais comme le citoyen lambda, c'est évident. Il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de discrimination. Au niveau de la commission, en tant que structure elle-même, on n'intervient pas, mais des membres de la commission sont impliqués dans cette affaire, notamment Maître Méli et Maître Dorcas, qui interviennent dans ces affaires, qui sont, heureusement, je crois qu'elles sont assez bien suivies. Évidemment, c'est un drame. Quand j'étais à l'étranger, c'est des choses qui revenaient.
on se demandait comment est-ce qu'on peut emprisonner des gens qui ont voulu juste manifester librement. Comment est-ce qu'on peut emprisonner les gens qui ont voulu juste donner leur opinion sur la gestion des affaires courantes de l'État. Oui. Donc, sur la question de fond, sur la question juridique, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est des procès qui sont en cours et je ne suis pas sûre d'avoir les informations idoines pour pouvoir donner mon avis sur la question de fond. Tout à fait. Mais sur la question de forme, c'est quand même des questionnements qui reviennent. Quid quand même du droit à la manifestation pacifique, quid de la liberté d'opinion, quid de la question même de rendre justice dans un délai raisonnable, parce qu'on a des gens qui sont emprisonnés depuis des lustres et qui n'ont pas encore eu accès à des décisions. Oui, il y a eu beaucoup de... Je pense que si on scrute de manière froide, il y a eu beaucoup de violations qui sont passées par là. Et j'espère qu'à l'issue, on pourra en tirer quelque chose, parce que c'est dramatique ce qui arrive. C'est dramatique. Et pour moi, c'est le lieu pour moi de féliciter vraiment les avocats qui portent cette cause. Oui. Dans un contexte comme le nôtre, où on a une justice parfois aux ordres. Oui. Et d'avoir des avocats qui peuvent porter des causes pareilles contre vents et marées, vraiment chapeau à eux. Alors que faire face à un État comme celui du Cameroun qui refuse d'appliquer ses propres engagements pris à l'international? Que faire? Leur rappeler tout le temps ces engagements. Il faut le leur rappeler. C'est le lieu, il faut que les journalistes s'y mêlent. Je crois que la société civile fait déjà beaucoup d'efforts. Les avocats font à leur niveau. Il faut le leur rappeler. Et moi, d'ailleurs, c'est le lieu pour... C'est la première fois que je vois une émission qui est consacrée uniquement à la question des droits de l'homme, oui, et qui entre vraiment dans la question même dans le fond, c'est-à-dire la mise en œuvre des droits de l'homme. C'est vraiment encourageant. Il faut le leur rappeler tout le temps. Les organisations de la société civile le font. Les journalistes doivent le faire. Les avocats doivent le faire. Il y a eu des recommandations qui ont été faites à l'issue de l'examen périodique. Il y a celles qui ont été acceptées par le Cameroun, c'est-à-dire qu'on accepte les recommandations qui ont été faites par les pairs. Ça veut dire qu'on prend l'engagement de mettre en place des mécanismes pour pouvoir résoudre ce problème de droits de l'homme. Oui. Donc il faut rappeler au Cameroun que vous avez accepté faire ci devant vos pairs. Et il ne faut pas oublier, il faut le faire, il faut le faire. Parfois, il faut aussi accompagner l'État. Il y a sûrement beaucoup de problèmes, mais je crois que c'est notre rôle en tant qu'organisation de la société civile d'accompagner l'État, de leur rappeler tout le temps les engagements qui ont été pris. Lorsqu'il y a des violations, qu'on n'hésite pas à les dénoncer, malgré le contexte. Je crois que c'est... Et d'accompagner aussi ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Oui. Donc, je crois que c'est notre rôle à tous de pouvoir encourager la mise en œuvre des droits de l'homme. Alors, quand il était au Cameroun en 2024, je reviens sur le cas du Haut-Commissaire des Nations Unies, parlant des élections de 2025, de l'année 2025-2026, qui sera certainement une année charnière au Cameroun. Il soulignait, par exemple, qu'il est essentiel de renforcer le dialogue entre les citoyens et l'État dans le cadre de ce processus et des processus électoraux qui vont conduire l'année électorale, la présidentielle et juste d'après pour les législatives et municipales. Faut-il aujourd'hui, d'après vous, s'inquiéter au sujet des droits de l'homme à l'approche de ces élections? Oui, bien sûr, il faut s'inquiéter. Quand vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est sur la question de la liberté d'expression, sur la question des discours de haine, sur la question de la désinformation, sur la question des discours liés à la tribu. Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. D'aucuns disent que ça va passer après les élections, mais ça laisse des traces. Et c'est le lieu d'appeler l'État à mettre en œuvre des mécanismes pour pouvoir résoudre. On parlait de la question d'impunité. Il faut punir des gens qui se livrent à des discours de haine. Il faut punir. Oui. Le contexte électoral ne doit pas être un terreau pour pouvoir
laisser... Je vous prends un cas de figure. Je vous prends un cas de figure. Comment punir, par exemple, des personnes qui se livrent à de telles pratiques quand quelqu'un a la capacité d'aller sur un plateau de télévision, dit qu'il a vu un candidat à l'élection présidentielle dans des actes totalement immoraux et que cette personne est poursuivie en justice et que par la suite la justice répond qu'elle ne parvient pas à identifier la personne qui passe sur les plateaux télé tous les jours. Comment le faire? Comment le faire, maître? Mais il y a des mécanismes, de dénonciation. Il y a la justice. Il y a la justice formelle, il y a des mécanismes de dénonciation, il y a des mécanismes régionaux au niveau de la Commission de l'Union africaine, et il y a des mécanismes au niveau de l'organisation internationale. C'est vrai que on va se dire que c'est lourd, ça coûte ce que ça coûte, mais quand vous avez une justice aux autres, c'est vrai que c'est démotivant, mais il ne faut pas se fatiguer. Oui. Après ça, il faut dénoncer, il faut en parler. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter d'en parler. Parce que j'ai l'impression qu'en face, on veut fatiguer les gens pour qu'on n'en parle plus. Il ne faut pas s'arrêter d'en parler. Et je pense que c'est le rôle primaire d'un journaliste. Vous avez une voix à porter. Tout à fait. Il ne faut pas s'arrêter de parler des cas de violation des droits de l'homme. Parce que ça existe. Il ne faut pas se taire. Comme vous le disiez tantôt, ce n'est pas être contre l'État que de dire qu'un de ses agents a torturé. C'est juste aider cet État à mettre en œuvre l'engagement qu'il a pris de ne pas faire ce que son agent a fait. Oui. Et je crois que si tout le monde le fait, à un moment donné, il sera obligé. Je me rappelle, j'ai suivi une formation l'autre jour, on parlait de la question carcérale. Et une dame nous a dit, si à un moment donné, 10 avocats écrivent sur un cas, 10, 20 sur un cas, à un moment donné, les autorités publiques vont prendre une résolution. Ils vont décider de faire quelque chose. Oui. Donc, il ne faut pas s'arrêter de dénoncer, il ne faut pas s'arrêter de parler, de dénoncer les violations des droits de l'homme. Merci beaucoup, Laurie Mebo. C'est ici on met un thème à cet entretien. Oui. Merci d'être venu répondre à nos questions. Plaisir pour moi. On sait que les femmes parlent très rarement, mais vous venez parler sur cette antenne, ça nous fait énormément plaisir. Merci. Vous avez une minute? Oui. On n'a pas parlé de la question des femmes. Allez-y. Quand même, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On n'a pas parlé, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé quand même des gender desk. On a dit qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place au niveau du Grand Nord pour pouvoir accompagner les... Mais quand vous revenez, quand vous allez dans des unités de police ou de gendarmerie, il n'y a pas un dispositif, du moins au niveau du Sud que je connais, il n'y a pas un dispositif logistique pour pouvoir adresser les questions liées aux violences conjugales. Oui. Donc, pour pouvoir mener à bien des enquêtes liées aux violences conjugales, il faut un dispositif logistique. Une femme, par exemple, qui a été battue par son mari, ou alors, dans un autre cas, des cas de agressions sexuelles, ne voudra pas venir, par exemple, être auditionnée devant une centaine de personnes. Donc, il faut, dans les unités de police ou de gendarmerie, des locaux propres à ce genre d'affaires, pour pouvoir encourager les personnes victimes de ce genre d'infraction à parler. Parce qu'il n'y a pas ce dispositif aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne viennent pas. Aucune femme ne viendra venir parler de ses affaires intimes devant 100 personnes. Et il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes qui sont violés, il y a des hommes qui sont battus. Aucun d'eux, connaissant l'ego des hommes, personne ne voudra venir dire devant un enquêteur où il y a 100 ou 50 ou 10 autres personnes, j'ai été battue, j'ai été violée. Oui. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, très rapidement, que l'État mette sur pied des dispositifs non seulement logistiques, mais également humains. Humains, parce que je dis, il faut former ces gens au mécanisme d'enquête de ce genre d'infraction. Ils ne sont pas toujours sensibles à ce genre d'infraction. Donc, il faut mettre sur pied des mécanismes logistiques et humains pour accompagner les personnes victimes de ce genre d'infraction. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne saisissent pas la justice, beaucoup ne portent pas plainte parce qu'il n'y a pas ces mécanismes qui sont mis en place. J'en parle parce que c'est des questions qui me tiennent à cœur et je voulais dire un mot dessus. Merci beaucoup, maître. Merci infiniment. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Je rappelle que vous êtes avocate, membre de la Commission des droits de l'homme
au barreau du Cameroun et que vous travaillez à l'assistance et la défense des intérêts de plusieurs justiciables et que vous avez été à plusieurs reprises dans les missions des Nations Unies au Mali et en RCA comme officier des droits de l'homme. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui te remercie, Romaric. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro d'Entretien Vérité sur Africa Renaissance TV. Continuez de suivre l'actualité du Cameroun et naturellement de la grande Renaissance sur notre média. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre média et de partager massivement nos productions. Merci à Martial et Somba qui a chapeauté cette équipe. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. À très vite.